à tous, merci d'être là ce soir. Désolé, on a eu des petits problèmes techniques pour ceux qui sont en ligne. Donc ce soir, on a l'honneur d'accueillir Stéphane Vincent Astrat, qui est le délégué général de la 27e région. Ce soir, le sujet de la conférence, c'est les méthodologies qui permettent la mise en œuvre des politiques publiques et des enjeux du design social à travers le prisme des projets menés par la 27e région. Si vous voulez poser des questions, les questions en ligne, on les prendra à la fin. Et sinon, on a des temps d'échange à la fin de chaque axe, mais on vous préviendra dès qu'il y aura des moments de questions. Et je vais laisser la parole à Anne qui va nous dire quelques mots sur les enjeux du design dans le secteur public. Alors, c'est encore moi qui ai hérité de la difficile mission de présenter un conférencier qu'on est honoré d'accueillir. Comme le disait Johanna, ça fait longtemps qu'on t'attend, Stéphane. Donc bienvenue. On est heureux de t'accueillir et puis on a hâte aussi de t'entendre t'exprimer sur des sujets qui nous sont chers. Et je me suis une petite anti-sèche, donc je vais vous expliquer en 4 points pourquoi ils nous sont chers. Je voulais aussi remercier à nouveau le collectif 1.5 sur la pertinence de leur choix de conférenciers, parce qu'ils sont vraiment d'intérêt public, c'est le cas de le dire. Donc pourquoi on est tellement heureux de t'accueillir et pourquoi ça fait vraiment du sens pour vous, communauté de designers, d'entendre ce que Stéphane va nous dire. La première raison, c'est que la 27e région défend une dimension politique et sociale tout à fait spécifique et spécifiquement française, qui est le secteur public. Pour avoir vécu 20 ans à l'étranger, je peux vous dire que c'est une vraie différence et qu'elle se ressent à la fois philosophiquement, politiquement, mais aussi sur le terrain, notamment celui de l'hôpital. Donc cette spécificité historique, elle est unique dans ses ambitions et dans ses valeurs. Alors évidemment, en premier lieu, on pense à l'accessibilité à l'éducation et à la santé pour toutes et pour tous, sans discrimination ni prérequis. Nous y sommes peut-être trop habitués. Et pourtant, ce qu'on vit en ce moment nous en fournit un bon exemple. La gratuité des soins hospitaliers, des vaccins, des tests, c'est une exception. Il faut s'en rappeler, ne l'oublions pas. Je crois qu'on peut en être fier. Et ça vaut la peine de défendre ce qui est à la fois une position politique et tout à fait factuelle. Ça ne veut pas dire pour autant que le secteur public soit parfait. Évidemment, il nécessite une transformation de ses modes de pensée et surtout de ses modes de faire pour s'ajuster plus efficacement à des enjeux sociaux, climatiques, économiques dont on vous rabâche les oreilles toute la journée, mais qui sont bien réels, qui s'intensifient un peu plus chaque jour et qui se complexifient. Donc c'est participer à la transformation ou à la rénovation du secteur public, ça sert à le faire perdurer, tout simplement, parce que c'est un enjeu qui vaut la peine de se battre, et c'est justement à ces aspects-là que s'attache la 27e région. Alors comment moderniser, ajuster, décloisonner l'énorme machine qu'est le secteur public pour en faire une force d'action partout, le plus justement et le plus finement possible sur tous les territoires. C'est ce que Stéphane va... Vaste sujet, sur lequel on n'est nous-mêmes pas hyper compétents, et c'est justement pour ça que la 27e région attend à nous apprendre. En tout cas, ce sont ces questions qui animent les filières espace ou d'autres filières, je pense à toutes celles qui ont collaboré avec les APHP, produits, interactions. C'est aussi ce qui anime le SAS, la formation en design social, de Jonathan, et qui permet notamment de monter en compétence sur le fonctionnement d'une collectivité locale. Deuxième point d'intérêt pour vous, la 27e région se fait porte-drapeau de nouvelles pratiques collectives et participatives. Ces pratiques, vous en entendez aussi parler tous les jours, elles surgissent du terrain, de mouvements citoyens, de mouvements associatifs, de collectifs qui émergent, et parfois aussi d'entreprises, ça nous est arrivé même ici, en partenariat. Des entreprises qui reformulent leur mission sociale et environnementale sur un périmètre élargi par rapport évidemment à leur business,
mais qui se focalise enfin sur des enjeux humains concrets. Donc même là, ça bouge. De notre côté, des gens comme Plateau Urbain, Bellastock, Aurore ou Caracol voilà, sont des partenaires avec lesquels on collabore. Le troisième point, c'est que la 27e région pointe un nouveau champ possible pour les designers, celui de l'action publique. Alors pour les designers, il s'agit d'amener leur capacité à gérer des ressources et surtout ce que vous savez très bien faire, le manque de ressources ou la désorganisation des ressources. C'est amener leur capacité à aller sur le terrain pour identifier et comprendre les besoins hyper variés et complexes des usagers. Vous êtes entraînés à ça et ça va servir. C'est aussi leur capacité à être des agents de liaison, des agents de décloisonnement, à représenter les écosystèmes pour éclairer les enjeux connectés et décloisonner des expertises au bénéfice des usagers, ce que toi, Stéphane, t'appelles des citoyens, et ce que nous, en espace, on appelle des habitants. Et enfin, on a très envie que les designers amènent leur sain idéalisme et leur volonté d'être utiles pour défendre l'accès à des espaces, des services et des produits au plus grand nombre à des conditions justes. Quatrième et dernier point, la 27e région nous rappelle que nous sommes des citoyens actifs et éveillés bien avant d'être des consommateurs et même avant d'être des utilisateurs, qui n'est pas non plus un terme totalement objectif. Il s'agit donc bien d'engagement, et dans une époque aux contours flous, seule l'action peut nous réconforter. Dixit Emmanuel Fillot, que j'ai croisé hier dans les couloirs de l'école. Alors écoutez bien ce qui va suivre et que cette conférence vous donne envie d'agir. Passez un très bon moment. Aussi, petit aparté, mais on a la chance, on a Saran qui est en ligne avec nous ce soir et qui vous dit un grand merci pour votre présence. Merci à vous. Avec votre permission, comme on est relativement éloigné, je vais enlever le masque momentanément. Grand merci pour votre invitation, ça me fait vraiment très plaisir d'être là. Ça me fait un bien fou de sortir de mon écran. J'ai l'impression de vivre dans mon écran, comme vous tous, et de voir des gens sympathiques et enthousiastes à l'idée d'avoir cette conférence. Merci aussi d'avoir organisé, je mesure le boulot que c'est d'organiser ce genre de choses, et on sera prêt à vous aider pour trouver les intervenants suivants. Je pense qu'il faut faire venir plein d'autres personnes pour parler de ces sujets, d'autant que je m'empresse de le dire, je ne suis pas designer. C'est-à-dire que peut-être une des singularités aussi de ce projet, c'est que on est une équipe et puis on est aussi une communauté professionnelle dans laquelle il y a des gens qui viennent comme moi des sciences de gestion. Moi j'ai été formé plutôt aux sciences de gestion. J'ai des collègues qui sont designers, urbanistes, sociologues et plein d'autres, mais tous avec une obsession de travailler avec les gens. C'est-à-dire que c'est quand même un peu ce qui les caractérise les uns et les autres. Donc je vais vous faire cette présentation. J'ai prévu 2 temps. J'avais envie de rentrer directement dans un projet pour qu'on ne perde pas de temps à tourner autour du pot, mais qu'on rentre dans un projet concret. J'espère que je l'ai bien choisi. Je l'ai choisi parce que je pense qu'il peut à la fois vous parler. Chez nous, il a eu des conséquences. Il a été un peu une des preuves de concept dans notre route. On a 14 ans maintenant, la 27e région a 14 ans. Donc dans un premier temps, je vais vous parler projet, méthode. J'ai envie de vous montrer un projet complet et puis après des extraits de projet pour que vous puissiez voir un peu les démarches en action. On aura un temps d'échange et puis après je reprendrai la présentation, cette fois en vous parlant davantage de nous, en vous parlant davantage du secteur, en vous parlant davantage de ce qui est attendu des designers dans notre point de vue, dans notre expérience. Mais si ça vous va, je rentre directement par le projet. C'est bon pour vous ? Alors c'est parti. Et je vous emmène, si j'y arrive, je vous emmène à Lezoux. Lezoux, c'est 30 minutes par la voie rapide de Clermont-Ferrand. Et c'est un projet qu'on a mené en 2012 dans cette commune, qui fait partie d'une communauté de communes. Je vais
évidemment placer quelques mots administratifs et institutionnels. On est dans un ensemble de communes qui sont réunies dans une communauté de communes, et c'est en gros 18 000 habitants. Et on peut dire que c'est un peu la nouvelle banlieue de Clermont-Ferrand, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de cadres qui travaillent à Clermont mais qui vivent vers le zoo, et donc c'est une ville qui est confrontée à la question de s'équiper en nouveaux services, nouveaux équipements. Et là, on est en 2012 et la communauté de communes, la Comcom, comme on dit, vient de voter 6 millions d'euros avec des financements du ministère de la Culture, du département qui est en charge. Il faut savoir que les départements, les conseils départementaux sont en charge des politiques culturelles et en particulier, sont en charge des politiques de lecture. Et quand on dit politique de lecture, on entend médiathèque. Et ce genre de choses. Et donc, il y a des financements multiples et il va y avoir 6 millions d'euros investis dans une médiathèque. Et en fait, dès le vote, des questions se posent. Et il y a même des opposants. C'est-à-dire qu'ils réalisent qu'en fait, ils ne savent pas très bien ce que c'est qu'une médiathèque. Puis quand vous êtes un acteur public, un élu, un maire, et que vous décidez d'un investissement qui doit vivre 15, 20, 30 ans, sur un sujet comme la culture, les politiques de lecture, finalement, je pense qu'il faut se mettre dans la peau des gens qui doivent signer en bas d'un chèque, s'engager dans des financements d'infrastructures comme celle-là. Au fond, c'est assez vertigineux quand même. Hein. Et au fond, autour de la table, il y a plein de gens qui se disent « mais est-ce qu'on a bien fait de décider une médiathèque ?» Finalement, les gens sont sur Internet chez eux maintenant. Bon, on n'est pas encore dans la période du Covid, hein, on est en 2012, mais quand même, on sait quand même qu'il y a pas mal de pratiques aujourd'hui qui contournent les institutions comme les médiathèques. Et donc du coup, nous, c'est des moments qu'on aime bien. C'est le moment où il y a ce qu'on appelle un weak problem, on ne sait pas trop quoi. Et il y a même, ils sont sur le point de renoncer quand même. Et puis il y a des avis divers aussi sur ce que doit être cette médiathèque. Mais il n'y a pas de projet très clair. Et donc nous, on teste un format qui s'apparente aux résidences d'artistes, si ce n'est qu'on n'est pas seulement là pour produire des performances, on est là pour produire une compréhension du problème posé et des solutions. Et donc on crée une équipe pluridisciplinaire dans laquelle, alors ils ont un peu vieilli maintenant, et ils se foutraient de moi si vous voyez cette photo. Il y a 2 designers, qui se trouvent être 2 designers aujourd'hui de l'agence DTA, je ne sais pas si vous connaissez cette agence. C'est Damien Roffa tout à droite, et le deuxième à gauche, c'est Adrien Demey. Je crois qu'Adrien, il a cessé d'être designer depuis quelques temps, il est agriculteur en Creuse. Il y a pas mal de designers qui, sur le tard, changent de boulot. Blandine Scherer, qui est sociologue, à gauche. Et la troisième, en partant de la gauche, c'est Elisa Dumay, qui dirige un collectif de médiation culturelle qui s'appelle De l'Air. Elle travaille depuis Crèze dans la Drôme, et c'est quelqu'un qui s'est spécialisé dans comment utiliser la culture pour transformer des territoires, traiter des problèmes. Par exemple, dans le passé, elle a réconcilié des néo-ruraux avec les anciens d'un village en 3 mois. C'est le genre d'intervention voilà, c'est typique des collectifs qui ont des idées tout à fait géniales pour essayer de recréer du lien. Et donc on crée cette équipe un peu en Dream Team, et ils vont prendre possession d'un lieu que nous prête la communauté de communes, qui se trouve être un ancien office du tourisme désaffecté, il ne sert plus à rien. Et pour mettre le sujet, parce qu'on rencontre quand même, on arrive le lundi matin, et on rencontre quand même des gens qui ne croient pas à l'idée qu'il va y avoir une nouvelle médiathèque. C'est-à-dire que ça a été une décision votée en conseil municipal, mais pour les gens, le projet n'existe pas. Il y a eu 2-3 insertions dans la presse, mais tout le monde n'est pas forcément au courant. Et donc, premier acte, c'est de simuler l'existence d'une fausse médiathèque. Et donc on met des bouquins dans la vitrine du lieu qu'on nous a prêté, on colle dessus à un endroit médiathèque en chantier, enfin voilà, on improvise une espèce on met le sujet sur la place publique, quoi. En plus, le lieu, il est au centre du bourg, donc personne ne peut nous rater. Et donc on a des gens qui passent dans la rue, et à côté de leur boulangerie, ils voient ce truc appelé médiathèque en chantier, qu'est-ce donc et donc ils rentrent, et donc on démarre une conversation avec les gens de ce village,
et on construit des outils pour dialoguer avec eux, parce que quand vous dites aux gens, vous pensez quoi de la future médiathèque, ils vous regardent avec des grands yeux, et voilà, il n'y a rien qui se passe vraiment. Donc on construit une conversation. Damien, par exemple, il construit une table sur laquelle il a cartographié les équipements culturels qu'on a déjà pu identifier sur la communauté de communes. Le mandat, c'est que cette médiathèque, elle doit couvrir toute la communauté de communes. C'est assez grand pour une médiathèque, donc les ambitions géographiques sont quand même assez grandes. Donc on fait un travail de compréhension autour des pratiques qu'ont les gens. Est-ce qu'ils vont déjà à un théâtre, une salle des fêtes, un cinéma qui se trouve à 10 km, d'autres médiathèques qui existent déjà sur le territoire. Et c'est comme ça que la conversation démarre. Et le lieu devient un peu le lieu où on va documenter in vivo, au fil de l'expérience, notre démarche. Ce qu'on touche du doigt, c'est là l'immersion. C'est-à-dire qu'en fait, c'est difficile de réfléchir à ce que pourrait être cette médiathèque depuis Clermont-Ferrand et pire encore depuis Paris. Il faut être sur place, s'immerger, essayer d'aller au plus près d'une compréhension des réalités, des pratiques culturelles des gens, et donc de porter notre attention sur les usages en fait. C'est ça, on est là pour détecter des traces d'usages potentiels, réels, à venir, etc. Et puis du coup, voilà, il y a des gens qui rentrent dans la journée, j'ai vu de la lumière, enfin c'est à peu près ça, quoi, et on construit cette conversation. Alors après, un travers, c'est de rester dans notre cahute et de rester à le zoo. Donc on va visiter d'autres médiathèques, on va visiter la médiathèque départementale, qui est celle qui livre des ouvrages à toutes les médiathèques locales. Du coup, on a une vision plus systémique de ce que c'est qu'un système de lecture à l'échelle d'un département. On dézoome. Ça, c'est important. On a besoin de regarder le système dans lequel des gens empruntent des livres, des événements ont lieu, etc. Et on finit par comprendre au passage on finit par calculer l'empreinte carbone des véhicules qui traversent tout le département pour voir le dernier Musso, par exemple. Il faut 3 mois pour l'avoir, et puis bon, tout ça, c'est des véhicules qui traversent tout le département pour aller livrer leurs bouquins. Tout ça, on le documente. On fait un travail de recherche utilisateur et on essaye de le documenter. On va donc regarder les médiathèques existantes, on va regarder comment ça se passe avec les bibliobus qui parcourent le département. Mais notre but, c'est quand même de parler aux usagers et voir aux non-usagers aussi. Et alors on essaye de voir, de rencontrer des gens. Notre but ultime, c'est de rentrer chez les gens. C'est pas j'irai dormir chez vous, mais j'irai voir comment vous lisez. On se fait expliquer par ces gens leur pratique de lecture. Et au passage, d'ailleurs, on détecte, c'est un peu comme une enquête, je ne sais pas dire enquête de police, mais enfin, on essaye de comprendre quel est le crime et qui l'a commis. Et là, en l'espèce, on s'aperçoit qu'on rencontre plusieurs personnes qui nous disent « Ah, moi, en fait, je prête mes bouquins ». Tiens, intéressant. Il y a des gens, alors on n'en rencontre pas beaucoup, mais sur les 30 qu'on a rencontrés, il y en a peut-être 3 ou 4 qui nous disent prêter leurs propres bouquins. Tiens, intéressant. Ah, il s'est éteint, il a fait un malaise. Et donc l'enquête se poursuit, on fait ça pendant... Alors, on est sous contrainte quand même, tout ça, j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est pas de la prestation, ça rentre dans le cadre d'un programme qui s'appelle Territoire en résidence, qu'on va mener pendant 8 ans, et qui est cofinancé par les pouvoirs publics, et qui est un peu un programme expérimental. La résidence qu'on mène là, elle va coûter au final environ 60 000 €, pour être concret. Et il nous faut ça, et ça nous permet d'être présents pendant 1 semaine, tous les 2 mois environ. Donc on va avoir 3 semaines d'immersion au total. Certains disent, oh là là, c'est vraiment peu. D'autres nous disent, ah oui, c'est pas mal. Sachez quand même que pour payer une équipe pluridisciplinaire de professionnels qui préparent la résidence, les résidences, ça se prépare 3 ou 4 mois avant. Une fois que vous êtes sur place, vous avez 1 semaine pour tester plein de choses, faire plein de choses. Vous repartez, il y a de la post-production, vous préparez... Enfin, ça coûte de l'argent en fait, cette affaire. C'est un peu la Rolls qu'on s'offre, parce qu'en vrai, les missions de design classiques, c'est pas, on n'a pas assez de temps d'immersion. Là, on essaye vraiment de prendre au sérieux la démarche d'immersion. Et donc, on est là pendant plusieurs semaines. Là, ce que je vous ai montré, ça se passe pendant la première semaine. Dans les choses qu'on fait aussi, on regarde les pratiques numériques.
les élus ont des présupposés, les agents ont des présupposés sur les usages qu'ont leurs citoyens, entre guillemets. Nous, on leur montre qu'on a repéré des pratiques numériques. Il y a des gens qui lisent des bouquins sur leur e-book, etc. Et au passage, si je peux vous montrer toutes ces photos, c'est parce qu'on documente. C'est aussi pour le montrer aux élus, c'est des preuves. C'est comme en amour, il y a l'amour, mais ce qui est mieux encore, c'est les preuves d'amour. Et documenter dans ces démarches, c'est très important. Ça permet de montrer que je ne vous raconte pas des cracks, quoi. On a vu ce type, il prête ses bouquins. Donc c'est aussi tangibiliser la démarche en la documentant et en montrant des photos. Je parlais des... Alors, j'arrive pas à le passer. On va y arriver. Ouais. Voilà. Donc j'ai une collection de photos sur nos disques durs de collection de bouquins aux toilettes, chez les gens, à côté sur leur table de nuit, et je vais vous l'épargner. Ça, c'est les pratiques numériques qu'on a pu repérer. Mais en fait, toute cette semaine, elle sert de matériaux, de collecte de matériaux pour identifier des nœuds, des opportunités, des problèmes qu'on a repérés. Alors, il n'est pas très lisible ce tableau, mais c'est avec ce tableau que l'équipe termine la semaine. Elle dit voilà, on a quand même repéré des espèces de marottes qu'ont les gens. Il y a du prêt de bouquins, tiens, c'est intéressant. Tiens, les médiathécaires qu'on a rencontrés ont peur du numérique, donc peut-être qu'il faudrait quand même qu'on travaille là-dessus. Et en fait, on revient un mois plus tard avec une batterie de tests. On vient avec des hypothèses, et sur ces hypothèses, on va tester des choses. Là, par exemple, c'est une expérience qu'on va mener. Donc, on revient pour tester toutes ces choses. On n'a qu'une semaine, hein, donc ça va vite quand même. Là, le sujet, c'était la peur des parents pour les jeux vidéo dans la médiathèque. C'est-à-dire que l'idée qu'il y ait des jeux vidéo à la médiathèque a l'air d'être un traumatisme à venir. Et en fait, les parents s'interrogent, est-ce que c'est vraiment le boulot d'une médiathèque Et nous, on dit, bah, écoutez, on va faire la chose suivante, on va organiser une soirée où vous, parents, on va vous inviter dans un autre lieu. Vous allez venir avec les enfants, vous emmenez la console au passage, et on va faire une soirée sur les jeux vidéo. Et donc, pendant la soirée, les parents et les enfants ont joué ensemble aux jeux vidéo. On a fait aussi intervenir un éditeur de jeux, alors qui était basé à Clermont-Ferrand, mais qui ne pouvait pas nous rejoindre, donc on l'a pris en visio. Et il a expliqué sa vision des jeux, à savoir que pour lui, c'est un employeur et qu'il recrute des gens pour faire des jeux, donc montrer aussi que le jeu c'est pas juste une question de classification des jeux violents, non violents, c'est un marché, il y a du boulot pour les jeunes. Et le premier effet à la fin de la soirée, c'est les parents qui disent est-ce qu'il y aura des soirées comme ça dans la future médiathèque, parce que c'était quand même vachement bien. Tout d'un coup, l'idée de débat contradictoire, de soirée de controverse et tout, c'est déjà une façon de tester la future médiathèque en fait. On va passer notre semaine à se tester des hypothèses de dispositifs ou de services qui pourraient constituer la future médiathèque. L'autre sujet, c'est les bibliothécaires. Donc là, c'est des usagers métiers. Par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur les usagers, pour nous, il n'y a pas, on ne fait pas de fétichisme autour des usagers, citoyens. Les agents sont des usagers. Les élus, souvent, sont eux-mêmes des usagers des politiques publiques, en fait. C'est-à-dire que pour nous, il y a toute une gamme d'usages qui vont de ceux des agents, des élus, de tous ceux qui doivent délivrer une politique publique, avec bien sûr des bénéficiaires finaux de ces politiques publiques. Et donc on s'aperçoit que les gens nourrissent, se servent et nourrissent ceux qui sont. Et on dédramatise aussi la question du piratage par la même occasion. On montre que c'est possible d'avoir des usages vertueux. Il y a un autre projet qui nous avait pas mal titillé. À un moment, la maire nous dit bon, il y a des opposants au projet, mais j'aimerais bien que vous les rencontriez pas. Et la maire, on lui rappelle qu'on lui a fait signer une convention, alors ça c'est propre à la 27e région, on lui a fait signer une convention qui dit qu'elle n'a pas le droit de nous dire ça. C'est-à-dire qu'en creux, elle a autorisé à ce qu'on travaille avec les habitants. Et on lui rappelle la convention, et elle dit écoutez, nous ça nous intéresse pas. Sauf si vraiment on est dans un moment totalement, si on est en impasse totale, mais si c'est des gens qui se plaignent, nous ça nous intéresse de comprendre pourquoi c'est des non-usagers, opposants, etc. Et on les réunit, j'ai pas la photo là, mais je l'ai retrouvée tout à l'heure en classant mes photos, et on réunit autour d'un prétexte banal de boire un jus d'orange ces personnes, elles sont une dizaine, sur la photo on les voit faire la gueule, et elles finissent par nous dire, en fait
fait, nous, on est des bibliothécaires bénévoles. C'est-à-dire que nous, ce boulot de partage de notre passion de la lecture, on le fait depuis des années. Et la communauté de communes, quand elle a décidé de la création de cette médiathèque, elle ne nous a pas consultés. On l'a appris par la presse, alors qu'on fait, nous, un boulot qui est notre passion. On met nos budgets personnels pour acheter des bouquins. Et alors, c'est pas souvent dans les projets qu'on arrive à faire ça, mais on arrive aussi à leur montrer l'impasse dans laquelle ils se sont mis, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont raison, d'abord il faut quand même le dire, ils ont raison, c'est pas normal qu'ils soient pas associés au projet. Donc là, il y a un problème, il faut le reconnaître. Mais peut-être qu'il ne faut pas en rester là et se dire, mais peut-être qu'ils s'enferment dans une parodie de ce que va être la future médiathèque, ils n'auront jamais les moyens de lutter contre elle. Et on se souvient que dans notre enquête, on a repéré des pratiques de prêt de livres. Et on se dit, mais est-ce que, en fait, plutôt que de vous faire suer à constituer des stocks d'ouvrages sur lesquels vous n'égalerez jamais la médiathèque, est-ce que vous ne devriez pas plutôt encourager les pratiques d'échange de livres, de book crossing, comme on dit en sociologie de la lecture et des livres. C'est-à-dire vraiment être plutôt des animateurs qui aident les gens, qui encouragent les gens à prêter leurs propres bouquins. Du coup, vous allez pouvoir compléter le rôle de la bibliothèque au-delà de sa zone de couverture. La Comcom est quand même grande. Et bon, ils disent après tout pourquoi pas. Et comme d'habitude, l'objectif c'est de tester, quoi. Peut-être que c'est une idée foireuse, hein, et peut-être que cette idée ne marche pas. Mais la seule façon de le savoir, c'est de tester. Et donc on crée des valises qu'on appelle les médiathèques mobiles. Le deal est le suivant, le test est le suivant, on donne la médiathèque, on prête la médiathèque à un des bibliothécaires bénévoles et on lui dit voilà, on va dire allez, que c'est la semaine de la littérature ou de la gastronomie auvergnate. Et vous allez, si vous en êtes d'accord, mettre votre bouquin, le vôtre, celui que vous a donné votre grand-mère, que vous prêtez à personne, auquel vous tenez, vous allez mettre votre nom au coin, et vous allez le mettre dans la valise et vous allez passer la mallette à votre voisin et lui demander de faire la même chose. Et nous, on relève les compteurs, on relève les filets dans 2 semaines et on voit ce qui s'est passé. Et là, la photo qu'on a prise, c'est la photo au bout des 2 semaines, et on a pu montrer qu'en fait, les consignes étaient assez claires, tout le monde les a respectées, et la mallette était pleine, en fait. Donc on a pu engager les opposants dans une démarche dans laquelle ils ont pu voir que ça fonctionnait pas si mal. Et aujourd'hui, des années après, il y a 20 mallettes qui circulent dans toute la Comcom. C'est-à-dire que c'est devenu, les mallettes sont payées par la médiathèque, prêtées à des amateurs de lecture, des bibliothécaires bénévoles, et elles circulent dans tout le territoire. Alors on est 5-6 ans après hein, quand même, hein, mais c'est pour vous dire qu'on peut tester très en amont ces hypothèses-là et en faire des... Alors après notre départ, le directeur de la médiathèque qui a été recruté pendant notre projet a continué ce projet, il a continué à lui donner vie et à le faire évoluer. Voilà, ça c'est la semaine 2, et puis on revient, la semaine, normalement, on a testé le mec. Je vous montre que quelques tests, on en a fait d'autres. Et en semaine 3, on dézoome, c'est-à-dire qu'on prend un peu de hauteur. C'est Elisa qui a une discussion avec les élus sur quel est le projet politique de cette médiathèque, comment... nous, on a repéré des tas de traces d'usage, mais on leur raconte ce qu'on a vu, et on leur dit, par exemple, est-ce que vous voulez que votre médiathèque, elle soit... portée avec les citoyens, est-ce que vous voulez qu'elle soit mobile? Enfin, on essaie de leur faire extraire une vision. Et de toute évidence, les enjeux, c'était plutôt une bibliothèque participative. Enfin, nous, on avait relevé pas mal de traces de participation. Et ce qu'on va faire aussi, alors on documente la démarche, c'est-à-dire qu'il y a un blog qui, pour tous ceux qui ne peuvent pas suivre en temps réel par nous, c'est nous qui sommes dans le projet, donc on voit les choses de l'intérieur, mais ceux qui veulent suivre à distance et dialoguer avec la démarche de l'extérieur, il y a un blog qui raconte le projet au fil de l'eau. Et puis, il y a des livrables, comme dans toute démarche d'accompagnement et de design. Et le livrable qui a le mieux fonctionné, c'est un document qu'on a, à partir de toutes les données qu'on avait recueillies, on a produit ce que l'équipe a appelé un plan des usages, qui était une interprétation du projet de médiathèque, mais vu par ses usages en fait. Donc vu comme un système de service.
Et donc quand les élus ont regardé ce truc et qu'ils ont vu qu'en fait on avait des retours. Par exemple, il y a un projet qui est une sorte de Fab Lab à bouquins. Pourquoi? Parce qu'on a rencontré sur le zoo une association qui faisait des ateliers d'écriture et avait pour objectif d'aider les gens à écrire leur premier roman à le zoo. Et personne n'avait vu ces personnes et personne n'avait eu l'idée qu'ils pouvaient rentrer dans le projet. Or, imaginez, si vous faites rentrer quelque chose comme ça dans ce projet, vous faites évoluer le projet d'un lieu de consommation culturelle à un lieu de production culturelle. Et d'ailleurs, 5 ans après, quand la médiathèque a été inaugurée, le premier bouquin qui a été mis en rayonnage devant le préfet et tout, c'est un bouquin écrit par un habitant avec cette association. Mais simplement, il faut lui donner une place à cette activité au sein du lieu. Et donc, ce plan, c'est une espèce d'expression systémique de tous les usages qu'on avait repérés, dont on avait fait l'hypothèse, et elle a été ensuite annexée à la programmation, et elle a servi à choisir l'architecte. C'est-à-dire, le projet, l'architecte, c'était une façon de lui dire, c'est toi l'architecte, c'est toi qui sais quel est ton boulot, mais nous on peut te dire quels usages on a exploré, étudié, testé et nous semblent intéressants. Et donc il a construit une médiathèque. Je ne sais pas si, je vous encourage à aller à le zoo voir la médiathèque. Elle a été inaugurée en fin 2016, je crois. On retrouve la plasticité, la modularité que nous on avait beaucoup encouragé dans le projet. Enfin voilà, on retrouve. Mais on avait aussi des recommandations sur le management de la médiathèque. C'est-à-dire quel type de directeur il fallait recruter, quel type de bibliothécaire il fallait recruter. Et par exemple, on avait émis l'hypothèse qu'il ne fallait pas des bibliothécaires amoureux des bouquins, mais amoureux des gens. Ils ont reçu 250 candidatures en 3 mois lorsqu'ils ont ouvert les candidatures. Ça veut dire peut-être aussi que le positionnement de la médiathèque racontait quelque chose dont les gens avaient envie à ce moment-là, mais ils n'avaient jamais vu ça. C'est-à-dire qu'ils positionnent la médiathèque comme un lieu collectif, participatif, comme un commun, et ils voient arriver des tas de candidatures de médiathécaires qui en avaient marre d'être des archivistes qui protègent les bouquins, mais ne voient jamais les gens, quoi. Peut-être quelques mots pour continuer sur les résultats de tout ça, et c'est pour ça que j'aime bien présenter. Bon, c'est un peu, on a des ratages aussi, hein. Je pourrais vous parler avec la même intensité de ratages qu'on a eu, mais ce projet, il a quand même montré, il a fait la preuve de concept que ces démarches, qu'en architecture on appelle maîtrise d'usage au passage, hein. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais pour nous c'est du design, il y a du design, mais c'est quand même une maîtrise d'usage, c'est-à-dire qu'on crée, on donne la place à une expression des usages en amont du projet, de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage. Et du coup, tout le projet, dès sa première heure, était un projet construit pour être participatif, très ouvert aux habitants. Les résultats, c'est qu'aujourd'hui, ils sont quelque chose comme 2 fois au-dessus de la fréquentation normale d'une médiathèque comme ça. À tel point que même il y a trop de monde qui vient. Et il continue à créer des nouveaux usages. C'est devenu un relais administratif. Il y a un médecin qui vient, qui fait une permanence au sein de cette médiathèque parce qu'il y a des besoins médicaux à le zoo qui ne sont pas remplis. Il y a la mission locale à installer ça, donc on peut parler boulot. Nous on avait dit, tiens, ça serait intéressant, on a repéré des gens qui ne veulent plus aller chez Pôle emploi, mais qui aimeraient bien parler littérature technique à la médiathèque, c'est-à-dire apprendre à faire du jardinage, etc., comme une façon de renouer avec l'activité. Et ils ont pris tous ces trucs-là au sérieux, et maintenant il y a une mission locale qui fait ça 1 fois par semaine dans le... il y a la moitié donc il y a énormément d'activités, y compris pendant le Covid, hein, moi j'y suis retourné là il y a 4 mois, et la moitié des activités sont portées par les habitants eux-mêmes. C'est-à-dire que le management et la coordination de la médiathèque, c'est un directeur qui a été recruté pour ça. En fait, c'est surtout un chef d'orchestre des usages que les habitants ont envie d'y déployer, en fait.
Donc tout d'un coup, il y a des habitants qui ont dit on aimerait bien créer une grainothèque. Bon, bah, ils ont fait une grainothèque. Il y a un type qui a dit moi je suis spécialisé dans les mangas, il est venu développer un festival des mangas. Enfin voilà, il y a tout et vraiment une partie de... Alors c'est un projet qui a bien marché au point qu'il est enseigné maintenant à l'école supérieure des bibliothécaires. Et beaucoup maintenant de médiathèques font des pèlerinages à Lezou pour voir comment ça s'est passé, pour rencontrer le directeur de Lezou, qui était vraiment un type qui avait... nous, on a participé à son recrutement, et on avait écrit le profil de poste, en fait. Ça raconte aussi comment, quand on fait du design, il faut tenir... les fonctionnalités, l'aménagement, l'architecture, mais aussi le management, la philosophie managériale qu'il va y avoir avec. Il faut avoir une vision système en fait de tout ça. Donc ça c'était pour vous raconter un projet. J'avais envie de vous montrer maintenant, après on discutera des extraits de projets pour que vous puissiez voir aussi des... Alors c'est vrai que nous on est un des vrais leviers, et c'est ce qui coûte cher, et c'est ce qui est compliqué en ce moment avec le Covid, c'est l'immersion. Pour nous, tout part quand même vraiment de l'immersion. Et quand nous, on oublie de faire des immersions, on s'en mord les doigts et on se dit, là, on a fait une immersion, par exemple, c'est en ce moment, on est à Sevran, et on essaye de comprendre comment, pour créer de la participation dans les quartiers difficiles, un des trucs qui est vraiment levier, c'est l'existence de lieux communs, quoi, de salles, etc. Or, beaucoup de salles sont bétonnées, fermées, parce qu'elles ont été mal gérées. Donc on fait un travail d'immersion pour regarder comment ça se passe, et on passe des jours sur place, il y a longtemps, sur les questions de démocratie à l'école. Et là, on est dans un lycée à Annecy, et comme personne n'avait... On est arrivé en résidence, comme d'habitude, et tout, et le sujet ne démarrait pas, il n'y avait pas de discussion possible. Un des designers a branché un téléphone sur les enceintes du lycée, si bien que vous pouviez prendre le téléphone et parler et tout le monde vous entendait. Et évidemment, il y a eu des abus, il y a eu, mais du coup, on a mis les pieds, ça a mis un peu les pieds dans le plat, et du coup, on a pu avoir une vraie discussion sur est-ce qu'on peut s'exprimer en tant qu'élève, en tant que prof, dans un lycée. Donc, des fois, il faut des performances pour mettre le pied dans la porte et déclencher la conversation. Bon, on fait des ateliers utilisateurs, ça c'est un grand classique. Ça c'est la question posée ici, c'est est-ce que des élèves peuvent améliorer le projet de lycée du nouvel architecte qui va refondre le lycée? Et la réponse est oui. En 2 jours, l'architecte, c'était un architecte écossais assez connu. Le projet était déjà prêt. Et la région sent qu'il y a un problème, qu'on n'a pas du tout intégré les réalités des élèves, des profs, des parents. Et donc en 2 jours, un peu en format SOS, on crée un temps de travail où les élèves et leurs profs ont le droit de critiquer le projet de l'architecte. Conclusion, sur un projet de 40 millions d'euros, la direction des lycées de la région et l'architecte ont décidé d'en enlever 3 pour les réinvestir dans l'aménagement intérieur, dans une réflexion sur un vrai aménagement intérieur, parce qu'ils avaient fait un bel écrin, inscription paysagère, tout ce que vous voulez. C'était à Revin, dans les Ardennes, mais aucune réflexion sur l'aménagement intérieur. Or, les élèves arrivaient avec des réflexions basiques, mais qui remettaient en cause le projet architectural. Bon, des maquettes, là c'est un travail sur l'achat public. C'est pour vous montrer qu'on ne travaille pas toujours sur la partie visible de l'action publique, les lieux, on est des fois dans les sous-bassements. L'achat public, c'est des milliards, des centaines de milliards d'achats par les acteurs publics en objets, en matériel scolaire, c'est l'achat public, quoi, c'est énorme. Et si vous voulez faire de la transition écologique, en général, vous savez qu'il faut influer par les achats publics. Donc comment on fait de l'achat public stratégique? Ça, c'est aussi des sujets de design, plus compliqués en apparence, mais en tout cas, c'est des sujets qu'on examine. Bon, les fameuses phases de prototypage rapide, ça c'est un projet que j'ai failli vous présenter tout à l'heure, puis j'ai changé d'avis, mais c'est un projet intéressant qu'on a mené avec la ville de Mulhouse, sur ce qu'ils appellent les incivilités.
Les incivilités, c'est les gens qui jettent leurs clopes dans la rue. Les gens qui jettent leurs clopes dans la rue, c'est 200 millions de litres d'eau polluée dans une ville comme Mulhouse chaque année. C'est-à-dire que ça a l'air d'être comme ça, bénin, on en rigole. C'est 400 000 € de budget de traitement chaque année. Qu'est-ce que font les collectivités devant des problèmes comme ça? Les amendes, ça marche pas. La com, ça marche pas. Le nudge, ça marche pas. Et on a appris aux agents comment ils pouvaient eux-mêmes mieux comprendre. Alors là, c'est en plus un travail de capacitation des agents. C'est eux qui ont mené l'enquête. Et c'est eux qui ont produit les maquettes de nouveaux mobiliers urbains, de nouveaux dispositifs qui permettraient d'encourager les gens à un peu plus jeter leurs mégots dans des cendriers. On travaille aussi avec des comédiens. Ça, c'est pour vous dire aussi ce que tu disais tout à l'heure sur la question de pluridisciplinarité. Les designers, que des designers dans un projet, c'est pour nous l'échec assuré. Il faut qu'il y ait des disciplines variées. Là, par exemple, c'est un travail sur l'avenir des mairies d'arrondissement de Paris. On est en mairie du 19e et on essaye de réinventer le rapport de la mairie avec le quartier. Et ce qu'on teste avec les agents, c'est qu'est-ce que ça serait un accueil de premier niveau. Là, ils sont cachés derrière leur guichet tout sombre. Qu'est-ce que ça fait si, dès que vous rentrez dans la mairie, vous avez quelqu'un qui vous accueille, vous dit son nom, vous accueille de façon amicale, etc., et vous oriente, qualifie votre demande et tout. Généralement, c'est parachuté sur les agents. Pour eux, c'est insupportable parce que ils peuvent le vivre très mal, quoi. Et donc là, l'idée, c'était plutôt de leur faire des scénettes avec des comédiens, et ce sont les agents qui disaient oui, mais là, si tu ne me donnes pas un mobilier où je peux m'appuyer, je veux bien me tenir debout à l'entrée de la mairie, mais fais-moi un meuble où je peux m'appuyer, ou donne-moi un iPad pour que je puisse montrer l'offre de web de la mairie. Et donc le designer, en 2 minutes, il faisait un faux iPad et on refaisait la scène. On les a filmés comme on filme des joueurs de tennis où on leur montre après leur coup droit. Là, on les avait filmés pour leur montrer, parce qu'on l'a fait à Blanc, dans une salle cachée dans la mairie, et le 3e jour, on l'a fait en vrai dans le hall. Et ça, c'est une façon aussi de faire avec les agents, pas pour eux ou contre eux, mais de les associer directement à ces démarches. Mais là, il faut un comédien, parce que c'est le comédien qui va... le designer, là, il ne sert pas à grand-chose, si ce n'est pour, derrière, prendre acte et améliorer les dispositifs, mais le comédien, il met en scène tout ça. Des démarches de visualisation, mais ça, c'est bien évident. Ça, c'est un projet qu'on a mené sur l'avenir des gares et des petites gares dans lesquelles Gares et Connexions investit peu. Il y en a environ 3000 en France, on connaît les grandes gares, mais il y a 3000 gares qui sont des gares rurales ou moyennes. Qu'est-ce qu'on fait de ces gares? Et donc il y a eu une démarche d'immersion, etc. Mais une des productions à la fin, c'était des visualisations de scénarios que Gares et Connexions et la région Bretagne on réutilise maintenant. C'est devenu leur guideline pour leur rénovation dans toutes les gares de Bretagne, par exemple. Donc ça, c'est la visualisation. Et il y a une dimension qui est très importante pour nous, mais je l'ai dit un peu avant, c'est la capacitation des gens. C'est-à-dire, il faut que les démarches de design libèrent les gens, il ne faut pas qu'elles les enferment. Et là, par exemple, c'est un travail avec une région qui veut repenser ses politiques jeunesse, parce que les jeunes ne s'en servent pas, leurs cartes jeunes, les jeunes ne s'en servent pas, ne comprennent pas à quoi ça sert. Et donc, plutôt que de confier la recherche à des sociologues, on a demandé aux sociologues de former des jeunes, et on avait pris des jeunes plutôt en difficulté, mission locale, école de la deuxième chance, qui étaient volontaires, et on les a formés à devenir, le temps d'une enquête, sociologues, et à faire eux-mêmes l'enquête. Et ça, c'est vraiment génial, parce que vous mettez les gens dans des postures où ce sont eux qui sont à la manœuvre, quoi. Vous les outillez, quoi, et vous créez un effet, parce que quand les agents de la collectivité voient débarquer les jeunes qui sont leur public, mais qui ne voient jamais, et que ce sont eux qui leur posent des questions, enfin, vous créez un effet, un changement de regard réciproque qui est vraiment très intéressant. Voilà, je pense que c'était un poil plus long que prévu, mais après, alors, moi je vous invite à me poser des questions plutôt sur les méthodes que par exemple sur la 27e région, on y viendra après, ou sur le secteur du design, mais voilà, moi je suis disponible si vous avez des questions sur ces méthodes, sur la façon dont on les déploie. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne veux pas à tout prix qu'il y ait des questions, hein, mais s'il y a des questions, c'est le moment. Je voulais savoir comment vous appréhendez avec... est-ce qu'il y a des gens qui sont un
c'est une très bonne question. En fait, là, je vous montre la partie visible, mais je ne vous montre pas une phase de négociation qui vient avant, qui est qu'effectivement, si vous développez ces méthodes avec des gens qui ne sont pas à l'aise, qui n'en ont pas envie, c'est une catastrophe. Donc, nous, on a des critères. On ne va sur des projets que lorsque ces critères sont réunis. Et ces critères, ils sont, est-ce que les gens, quand on leur explique ces méthodes, ils sont curieux, enthousiastes, ils ont envie de les tester avec nous. Si ce n'est pas le cas, peut-être qu'on viendra 6 mois plus tard, mais on s'offre le luxe de pouvoir dire non. Là, c'est pas le moment. Et à chaque fois qu'on n'a pas respecté ça, on s'est pris des tôles. Avec un service d'une ville qui travaille sur les cartes jeunesse, justement, notre projet paraissait génial, mais on ne se rendait pas compte que l'équipe avec laquelle on allait travailler était en pleine déconfiture, en fait, pour d'autres raisons. Et donc, nous, on se rendait pas, nous, on était tellement fiers de nos méthodes, etc., mais on ne se rendait pas compte qu'on allait leur appuyer un peu plus sur la tête. Donc, un critère, effectivement, de commencer par des endroits plutôt enthousiastes et quitte à s'offrir le luxe de revenir plus tard si c'est pas prêt ou essayer un autre terrain, parce que des fois on peut prendre le même sujet et aller sur un autre terrain. Un autre critère, c'est ne le faire que dans des endroits où, avant de le faire, on a vérifié qu'après il y aurait des moyens pour investir. Une vraie catastrophe, c'est de faire du design sur des sujets super intéressants, mais vos recommandations, elles ne seront jamais mises en œuvre. Parce que vous auriez pu poser la question avant, parce qu'on ne peut pas toujours le savoir avant, mais on peut quand même essayer, c'est-à-dire dire à une direction que nous, le projet paraît intéressant, mais si on trouve des choses à faire, comme à Lezou par exemple, parce que vous avez des lignes de crédit dans lesquelles vous allez pouvoir investir. Des fois, les gens pensent que ce qu'on va mettre en œuvre, c'est gratuit en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'investissement derrière. Et donc, pour lever cette ambiguïté, on met comme un critère le fait, est-ce que vous avez compris que dans ce qu'on va faire, sur certains projets, on pourra les mettre en œuvre facilement avec peu de moyens, mais sur des choses plus fortes, il faudra nécessairement investir. Quels sont vos moyens d'investissement? Et le simple fait de poser la question, des fois, réveille des trucs, quoi. En tout cas, on fait signer une sorte de contrat préalable où on vérifie, un peu comme un commandant de bord vérifie avant de décoller une checklist. Dire, ok, là, vous pensez que vous avez des marges de manœuvre réelles derrière. Ok, ça c'est bon. La méthode plaît aux gens avec qui on va travailler, on en est sûr. Ok. Est-ce qu'on aura le droit de travailler avec les usagers? Ça a l'air bête, mais il y a aussi des gens qui ne se rendent pas compte qu'en fait, ces méthodes, leur vocation, c'est de partir des usages. Si un élu n'avait pas compris qu'en fait on allait faire des trucs bizarres en direct avec ses usagers, leur faire des tests, etc., et qui dit mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Quoi, vous rencontrez mes opposants, qu'est-ce qui se passe? On va avoir un problème. Donc nous effectivement, après avoir pris quelques coups, on a fini par se doter d'une liste de critères de succès qui est vraiment utile. Des fois, on peut décider d'y aller quand même, mais au moins on y va en connaissance de cause. C'est-à-dire, on sait pourquoi, on prend un risque là-dessus, et bon, il faudra assumer, mais il y a quoi d'autre comme critère? Il y a un critère où on essaye de dire, confiez-nous des projets complexes. Nous, les projets simples, vous n'avez pas besoin de nous, quoi. Donc, confiez-nous des projets où il faut aider les jeunes. Aider les jeunes, ça veut dire qu'il va falloir travailler sur les politiques de transport, les politiques culturelles, les politiques machin. Il va falloir travailler sur plusieurs sujets en même temps, créer des logiques systémiques. Confiez-nous des projets complexes. Les projets simples, vous savez les traiter vous-même. Si c'est un problème interne à votre département, vous n'avez pas besoin de nous. Nous, ce qu'on sait faire, c'est prendre le point de vue des usages et regarder la complexité des choses et la traiter. Vous voyez, donc oui, votre question est très opportune. C'est un peu la partie cachée du boulot, mais c'est celle qui va conditionner dans une large mesure la réussite ou l'échec de ce genre de projet. Et je pourrais vous raconter un autre projet où justement on a vérifié aucun de ces indicateurs et on s'est planté en fait. Donc j'encourage fortement à faire ce genre de démarche après avoir déminé un certain nombre de choses assez précises. Et par ailleurs, ça permet de créer de la négociation. Vous, designers, vous allez vous retrouver devant des clients, devant des gens qui vous passent des commandes. Il faut que vous ayez des garde-fous entre la commande du client ou des gens avec qui vous travaillez et vous. Sinon, vous allez accepter des trucs impossibles. Et donc, il faut installer des critères, des garde-fous qui vous permettent de renégocier
la commande très en amont. Ça, c'est vraiment un truc très important. Dans le prolongement, en fait. Ouais. En amont, comment vous arrivez sur un terrain? Est-ce que c'est vous qui proposez, est-ce que vous sollicitez la réponse? Alors, pour faire le malin, je disais il y a quelques années, on a inventé une technologie vachement sophistiquée qui s'appelle la conversation. Non mais, je plaisante à peine, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que dans la sphère publique, on a inventé des outils très compliqués pour faire les choses. Les appels à projets, les négociations institutionnelles. Nous, on rencontre les gens, on arrive avec nos exigences, ils arrivent avec les leurs, et on essaye de construire un cadre. Alors, ce qui est très important, effectivement, et quand vous ferez intervenir, par exemple, vraiment, ou d'autres, c'est vraiment un truc qui nous singularise, c'est que nous ne voulons pas prester, nous ne faisons pas de prestations. Nous, notre boulot, c'est de transformer l'action publique. Donc, on cherche des terrains pour le faire, et on a notre agenda, et les terrains avec lesquels on travaille ont leurs agendas. Mais nous ne sommes pas dans un rapport client-fournisseur. Parce que le rapport client-fournisseur introduit un rapport de domination que nous avons connu. Moi, j'ai fait du conseil pendant 7 ans et j'encourage tout le monde à en faire. C'est très important de faire du conseil en design. Il y a un jour où vous vous réveillez et vous vous dites j'ai plus envie de répondre à tous ces cahiers des charges auxquels je ne crois pas et je veux... Ou bien il y a des agences conseil qui disent bon, à côté des commandes auxquelles on répond, peut-être qu'il faudrait qu'on se développe une activité où c'est nous qui décidons un peu quels sont les sujets à traiter, etc. Et nous, on a décidé que la 27e région, ça serait entièrement ça. C'est-à-dire que c'est nous qui décidons où on va aller. Donc moi, je passe une partie de mon temps à dire non à des collectivités, en disant non, nous, on ne fera pas ça. Je peux vous envoyer chez machin et machin, ils font des prestations de très haute qualité, mais nous, on expérimente un rapport qui est un rapport de partenaires plus équilibré entre adultes. On n'est pas votre fournisseur et vous n'êtes pas notre client. Alors c'est une trajectoire professionnelle, hein. J'aurais pas fait ça à 25 ans ou à 30 ans. Hein. Je vais plus me permettre de le faire il y a quelques années parce que j'avais été consultant et j'avais été dans l'agent public. Et donc cette compréhension des problèmes que pose le rapport de domination client-fournisseur, je ne l'ai pas compris tout de suite. Et puis de toute façon, il fallait quand même que je vive déjà l'activité de conseil pour m'en rendre compte. Donc c'est notre vraie singularité en termes de modèle économique et de contractuel. Hein. Nous ne faisons pas, on a 1 million d'euros de budget annuel. Sur ce budget, il y en a peut-être 3% qui vient de prestations parce que il y a des structures, ils ne veulent vraiment pas faire autrement et c'est mineur, etc. Mais le gros vient d'autres financements et pas du conseil. On ne fait pas de conseil. Ce qui nous permet d'installer un rapport d'égal à égal aussi. On fait signer une convention hein, quand on monte un projet avec... On ne travaille jamais pour une seule collectivité. On travaille toujours pour un groupe de collectivités parce qu'on pense que notre boulot c'est d'encourager la coopération entre plusieurs collectivités. Elles travailleront, elles apprendront plus ensemble, il y aura de la fertilisation croisée. On pense que c'est une perte de temps de ne travailler que pour une collectivité. Mais ça c'est des choix, des arbitrages qu'on a fait dès le début et pour l'instant ça marche. Peut-être que dans un an on se reparle et je me dis bon là ça marche plus, etc. Mais c'est des choix très importants justement pour que les méthodes comme le design trouvent un épanouissement, trouvent vraiment un cadre propice à leur épanouissement dans lequel c'est pas le client qui décide en fait, mais la décision elle est plus ouverte. Il y a des contradicteurs, il y a des contrats plus équilibrés. Quand on bosse avec une ville comme la ville de Paris, c'est 55 000 agents, nous on est 10, donc c'est très facile de se faire bouffer et de se sentir obligé de répondre à leurs demandes. La seule façon, c'est d'inventer une autre façon de travailler avec eux, qui est de dire, voilà, on n'est pas votre fournisseur, si vous travaillez avec nous, on est... Et il y aura Paris, mais il y aura aussi Reims, et on monte des coopérations comme ça. Et au passage, ça nous permet de lever plus de financement aussi. Mais là, c'est tout un volet que je n'aurai pas le temps de développer aujourd'hui, mais qui est la question du modèle économique de ces démarches. Et dans votre cycle, je vous conseille de rencontrer... Alors nous, on est un peu à part. Il faut rencontrer des agences de conseil en design qui, elles, prestent. Et ça marche très bien. Hein. Nous, c'est simplement une vision politique un peu différente. Vous allez rencontrer des designers qui travaillent dans des administrations. Donc des espèces d'équipes comme la 27e région, mais intégrées dans des administrations. Moi, je vous conseille de rencontrer un peu toutes les facettes du design, où qu'il soit, quoi, dans des structures comme les nôtres, dans des boîtes de conseil,
au sein de l'administration et plus encore. Ça vous permettra de voir un peu toutes les facettes, pas du design, mais du modèle économique du design, de la façon dont il est mobilisé. Je vous avais dit que j'étais bavard, hein, ça... Vous aviez une question ? Là, c'est aussi au feeling et à l'envie, quoi. Nous, on s'est fixé un objectif qui est la pluridisciplinarité. Plus il y aura de disciplines autour de la table, plus le boulot livré sera riche. C'est un principe de base. C'est-à-dire, si vous mettez que du design, vous n'avez pas les sciences de gestion. Si vous mettez que les sciences de gestion, donc, sciences de gestion, ça vous permet de regarder quand même des choses du côté organisationnel, management, quel style d'encadrement. Et vous allez regarder les choses que du côté du design, donc fonctionnalité, etc. Enfin, comment on essaye d'avoir une vision à 360 degrés des problèmes. Et donc, effectivement, nous, comme on est une toute petite équipe, et on a promis à nos financeurs de rester une petite équipe, notre seule possibilité, c'est de créer une communauté professionnelle avec qui on travaille. Il y a 120, 130 personnes. Et je dis souvent, dans tous nos projets, on a dû travailler avec une douzaine de compétences différentes. On a travaillé avec des journalistes participatifs, donc des gens qui apprennent aux gens à être journalistes. On a travaillé avec des urbanistes participatifs, des collectifs d'intervention urbaine. Là, on travaille avec des juristes. On est en train d'innover dans les pratiques juridiques des collectivités. On est en train de travailler avec les directions financières. Donc aujourd'hui, il faut inventer des systèmes comptables innovants socialement et écologiquement. Il y a quelques années, jamais je vous aurais dit qu'on allait travailler avec des juristes ou des... Mais la réalité, c'est que plus on avance dans la transformation des organisations publiques et des organisations en général, plus on s'aperçoit qu'on a besoin d'aller chercher des compétences toujours plus variées, et puis aussi toujours plus celles qu'on voit les moins, quoi. Les comptables, les financiers. En fait, c'est eux qui décident quand même pas mal de choses, hein. Je peux vouloir innover dans une médiathèque, mais la réalité c'est qu'il y a un marché public qui concerne 50 médiathèques qui va être lancé. Donc est-ce qu'il vaut mieux travailler avec la médiathèque ou est-ce qu'il faut travailler avec la personne qui rédige le marché public qui va concerner les 50 médiathèques? Vous voyez, l'administration, les choses se décident à des endroits qu'on n'imagine pas, quoi. Et je parle même pas des... Il faut aussi faire du design avec les élus. Nous, on a fait du design pour changer les façons de travailler des élus, pour qu'ils décident plus vite, pour qu'ils aient un rapport différent au terrain. Enfin, bon, donc c'est à tous les étages, en fait. Là et là, après. Ah, j'ai l'impression que quand vous parlez, vous nous dites que c'est très simple de faire du design, parce que immersion, usage, sens, on a l'impression que pendant 5 ans on va le faire, mais qu'une fois qu'on a tout fait ça, que c'est pas là que le projet commence. Et je voulais vous poser une question, justement, combien de temps vous passez à persuader, à tenir un projet comme ça, à vraiment le faire? Et une deuxième question, est-ce que vous avez eu des projets dont vous étiez amoureux et qui n'ont pas marché? Alors la première question, nous on part d'une hypothèse qui est que, en fait, ces formes d'innovation, une partie des agents la recherchent déjà. On les appelle les agents doubles. Alors c'est difficile quand on ne connaît pas l'administration et qu'on ne sait pas où sont les gens. Mais moi j'étais fonctionnaire pendant 7 ans dans une collectivité, et en fait j'avais vu qu'il y avait des gens qui pensaient comme ça, en fait, et qui faisaient peut-être déjà du design sans le savoir. Alors évidemment c'est plus compliqué que ça, mais il faut vous convaincre que dans les institutions il y a les mêmes qu'à l'extérieur. Il y a des innovateurs sociaux en puissance, mais ces gens-là attendent un signal, ils attendent un signe de ralliement, ils attendent des méthodes. Donc il ne faut pas s'emmerder à travailler avec ceux qui ne sont pas des agents doubles, etc. Il faut d'abord chercher à identifier ces agents doubles, à les rassembler, à créer des communautés professionnelles internes et à faire des choses avec eux qui ensuite vont faire preuve de concept pour les plus récalcitrants. Mais donc la réponse c'est... en fait, en ce moment, la demande, elle est permanente. C'est-à-dire que si on était une agence conseil, je pense que tous les jours, on rentrera un nouveau contrat. Parce que la demande d'innovation sociale dans l'administration est énorme, en fait. Mais elle est invisible, elle n'est pas formulée. Et puis,
il y a un malentendu, les acteurs publics sont supposés subventionner l'innovation sociale, l'ESS, etc. Personne ne leur dit que c'est peut-être eux-mêmes des innovateurs sociaux en puissance, c'est que peut-être qu'ils doivent transformer la fabrique des politiques publiques pour qu'elle soit beaucoup plus orientée usagée, beaucoup plus itérative, qu'elle épouse des thèses qui sont plus proches du design. Personne ne leur dit ça, on ne leur enseigne pas. Mais ces gens-là, ils sont là. Il y a des innovateurs sociaux, je ne sais pas si c'est 10, 20, 30, dans certaines collectivités c'est plus. Les petites collectivités, prenez, je sais pas, le Samboel, etc., le maire est un innovateur social. Il y a aussi des collectivités qui ont vraiment tout compris et qui sont très très loin. Donc il faut se départir de l'idée que c'est des gens à convaincre, que le design va venir leur apporter une nouveauté. Vous savez, les agents publics, ils ont vu débarquer toute la gamme des innovations, les living labs, le lean management, quand ils vous arrivez comme designer, ils ne sont pas impressionnés en fait. Vous êtes les énièmes à leur promettre la transformation. Donc il faut vraiment se départir de l'idée qu'en fait on a quelque chose à leur apporter. C'est plutôt, on peut les aider à outiller des pratiques qui sont déjà là. Donc, pour moi, c'est vraiment l'innovation sociale. Hein. C'est-à-dire que la maison mère de tout ce que je raconte, c'est l'innovation sociale au sens, on fait le pari, qu'il faut prouver évidemment, hein, que en fait l'innovation est déjà là, mais simplement il faut l'organiser, la canaliser, la rassembler, la professionnaliser, lui donner des cadres, des outils, la protéger, mais elle est déjà là. Et je pense que quand on fait ce pari-là, je sais qu'on a du mal à le faire avec les administrations, mais c'est en général parce qu'on n'a jamais été dans une administration et qu'on pense que c'est tous... on a des visions de fonctionnaires bashing et tout ça. Je pense que c'est là où je pense qu'il y a un apprentissage à faire, rencontrer des infirmiers dans les hôpitaux et voir comment ils inventent. C'est-à-dire que les agents publics passent leur temps à inventer des trucs. Ils sont bien obligés puisque le système ne marche pas. Donc ils sont dans des phénomènes de création permanents, mais ils ont besoin d'être épaulés. Ils ont besoin qu'on leur donne des gammes, des outils pour... et là, la conception, les méthodes de conception, en particulier le design, peuvent outiller cet effort. Mais si on arrive en vainqueur et en disant ça innove tellement peu là-dedans qu'on doit vous aider à... c'est l'échec assuré, quoi. Et je pense que c'est une analyse tronquée, en fait. Après, il y a des endroits où c'est vraiment très difficile. Ces innovateurs sociaux, je ne sais pas s'ils sont présents dans les mêmes proportions à la Commission européenne, à la ville de Paris, ça dépend aussi. Et c'est l'autre peut-être truc à se dire, c'est que quand vous parlez de l'action publique, vous parlez d'un monde gigantesque qui va d'une commune de 300 habitants à la ville de Paris, 55 000 agents, à des métropoles, à des gouvernements, à des États. C'est gigantesque. Et on ne peut pas les réduire. Pas plus qu'on pourrait dire les entreprises. Les entreprises, il n'y a rien à voir entre toutes les entreprises qui existent. Le secteur public, c'est peut-être encore pire. C'est très très varié. Donc il ne faut pas vouloir non plus aller dans les endroits où c'est trop dur. Moi, je suis plutôt cartésien, et donc je vais plutôt dans les endroits où il y a des agents doubles, des collectivités qui ont envie, et il y en a plein. Hein. Donc il faut d'abord travailler avec cela. Il y avait une question là. Quand vous avez lancé le projet, oui. Moi j'ai dans mon enfant, du coup j'ai suivi le projet Village du Futur. Ouais. Alors, ouais. Et le projet en soi me plaît énormément, mais je voulais savoir si justement vous suivez l'évolution du projet pour le réappliquer. Alors, Village du Futur, ça t'as entendu parler de c'est en fait ce type d'ingénierie, mais qui est devenu un espèce de programme testé à l'échelle de tout un territoire. C'est-à-dire comment, à l'échelle du pays du Nivernais-Morvan, il y a 14 communes dans le pays du Nivernais-Morvan, et les maires savent qu'ils peuvent appeler des équipes de collectifs pluridisciplinaires qui vont venir les épauler sur des problèmes de fermeture du petit commerce, accès aux services de soins, projets de transition qu'ils ont du mal à mettre en œuvre. Et il y a tout un système qui fait que le pays pourvoit des équipes constituées ad hoc pour aller aider. Ils font des marchés, ils lancent un marché annuel pour faire ça. Donc c'est un projet qu'on a inventé en 2014 en Bourgogne. Alors déjà au sein même de ce projet, ils ont créé il n'y a pas très longtemps le laboratoire de Village du Futur, qui est leur zone de réflexivité sur le programme. C'est l'endroit où ils regardent, où ils font des rétex, où ils regardent ce qui marche pas, etc. Ils l'ont fait récemment.
Et puis, nous, sur les projets, on ne peut pas dire qu'on est des évaluateurs parfaits, mais on retourne, par exemple, le zoo, on y est retourné 6 mois plus tard, 1 an plus tard. Là, moi, j'y suis retourné l'année dernière. Donc on a un suivi, et puis il faut quand même comprendre, dans le système le modèle économique, les gens de le zoo sont adhérents de la 27e région. C'est-à-dire que, je ne l'ai pas raconté ça, mais autant j'ai pas de relation commerciale avec eux, autant ils sont adhérents, et donc ils font partie du projet 27e région. Donc j'ai un rapport avec eux qui est celui d'un vrai partenaire adhérent, et donc j'ai un suivi, et on est au courant avec tous nos adhérents, on a un compagnonnage qui passe par 2 heures d'échanges stratégiques tous les 3 mois, donc on a une conversation sur la durée. Et après, plus concrètement, sur les résidences, par exemple, on revenait sur place 3-6 mois après, avec une espèce de grille de questions qui allait de... alors, souvenons-nous, qu'est-ce qui s'est passé dans le premier jour où on est arrivé jusqu'au dernier, en fait. On refait le film ensemble, et on regarde ce qui a marché, pas marché. Des fois, c'est des trucs qui réveillent des choses qu'ils avaient oubliées et ils vont les relancer. Donc il y a aussi une vertu dynamisante. Et voilà, mais c'est du rétex qualitatif, on fait pas de... C'est pas hyper sophistiqué. Là, on travaille en ce moment à essayer de mieux... Parce que le sujet de l'évaluation des démarches de design est un sujet... c'est un marronnier. Et personne n'a de propos très clairs là-dessus. Nous, on dit, déjà, revenez sur place régulièrement et utiliser une grille de questions ouvertes. Déjà, ça sera bien, quoi. Enfin, le mieux est l'ennemi du bien. On est sous contrainte de temps, d'argent, etc. L'erreur, ça serait de ne pas faire ce travail-là, mais déjà revenir sur place, voir divers protagonistes, pas les suspects habituels, et ça, c'est facile à faire, mais il faut le faire. C'est une forme de SAV du projet. Alors, on a Pierre Anaïs qui nous demande combien de temps et de budget pour ce genre de mission, et est-ce qu'il y a un budget minimum pour ce type de démarche pluridisciplinaire? La première résidence qu'on a fait, on a arrêté le programme Territoire Résidence, hein, c'est un programme qu'on a mené jusqu'à il y a 3-4 ans, puis à un moment on s'est dit le marché maintenant fait ce genre de choses, donc on va arrêter. Les premières, on les sous-vendait, c'est-à-dire qu'on avait un budget de 30 000 € et on a recruté une responsable administrative juste après qui nous a dit mais vous êtes fous, ça coûte plus cher que les budgets qu'on demande. Et à la fin, les résidences coûtaient entre 80 et 90 000 €. Et ça suffisait à peine à payer le coût de 4 personnes en immersion pendant 3 à 4 semaines. Donc le coût, il doit se situer quelque part entre les deux, quoi. Je pense qu'effectivement, on peut faire des choses à partir de 60 000, moi je dirais. Après, c'est notre protocole, hein. Nous, on ne dit pas que c'est le bon, que l'immersion. Là, si vous demandez à Yoann Olivier la prochaine fois, il va vous dire ouais, les résidences de la 27e région c'est vachement bien, mais d'abord 3 semaines, d'abord maintenant j'ai 40 ans, j'ai plus envie de passer une semaine complète. Ça allait aussi avec une génération de designers qui étaient encore juniors. Moi je fais plus de résidence, hein, c'est crevant en fait. Mais c'est vraiment bien pour se faire les muscles et après, les agences ont appris à remplacer ces semaines d'immersion par des choses un petit peu plus taillées. C'est des journées et ça n'altère pas complètement la qualité du truc, hein. Nous, on était quand même assez... mais c'était aussi pour porter un plaidoyer sur l'ethnographie. Dire le design, c'est bien, mais nous, on pense que le sujet, c'est plutôt repartir du terrain, de la communauté, comprendre de l'intérieur comment ça marche, et il faut y mettre de l'argent, quoi. Mais c'est dans cet ordre de budget. On continue ? Mais j'en ai déjà un peu parlé. Donc, l'idée est née en 2008 d'un groupe de personnes dont je faisais partie, et on se décrit depuis comme un laboratoire de transformation publique et d'innovation sociale. On a un objectif, une utopie impossible, qui est la transformation du secteur public. On n'y arrivera jamais, mais c'est pas grave, c'est notre étoile du berger, c'est l'objectif qu'on se fixe. On est une toute petite équipe parce qu'on a comme marraines des grands partenaires comme l'Association des régions de France, et ils ont eu peur qu'on devienne une grosse structure et que ça se finisse en plan social. Donc on est resté, on a promis dès le début, contre des financements, parce que ils nous financent,
de rester une petite équipe. Et au fond, c'est pas si mal parce que ça nous oblige et ça nous permet de travailler à façon avec des gens très variés. Et aussi, je pense qu'on a contribué à former une génération de designers. Par exemple, dans nos résidences, on faisait toujours en sorte qu'il y ait des seniors et des juniors. Et donc, les seniors permettaient d'asseoir la qualité du projet et de pouvoir dire à nos partenaires, bon voilà, il y aura du niveau, et puis quand même d'avoir des juniors qui, eux, se formaient. Et je regrette un peu qu'on ait perdu ça, mais vraiment, je pense que ça a permis à pas mal de gens qui dirigent des agences aujourd'hui ou qui dirigent des labos d'innovation de se faire les dents, en fait. Et je pense qu'on avait une vocation je sais pas comment dire, d'incubateur de jeunes professionnels, designers ou sociologues. On l'a un peu moins maintenant, je pense qu'on l'a un peu moins. Des fois je me dis, j'ai un peu de nostalgie pour ça, mais le fait est qu'on l'a un peu moins. On a 100 adhérents, à peu près, dont 40 sont des collectivités qui payent 5 000 € par an pour être adhérentes. Donc elles ne demandent pas de contrepartie en échange, elles soutiennent le projet. Et elles ont de fait des contreparties, c'est-à-dire que ça leur donne la possibilité de participer à nos programmes. On monte des programmes qui vont de 40 000 €, ce que je disais tout à l'heure, à 2,6 millions. On a eu un programme il n'y a pas longtemps de 4 ans qui coûtait 2,6 millions. Et on a un compagnonnage stratégique avec eux, c'est-à-dire qu'on ne joue pas leur rôle de consultant, mais on est un peu leur direction scientifique, on joue un peu ce rôle-là. Et dans ces adhérents, il y a des conseils régionaux, l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, la Bourgogne-Franche-Comté, il y a des départements comme le Val d'Oise, la Creuse, des villes comme Strasbourg, Dunkerque, des ministères comme le ministère de la Transition écologique par exemple est adhérent. Voilà, et on a plutôt tendance aujourd'hui à entrer d'autres adhérents. Alors nos activités, je l'ai mis là, c'est mener des expériences de terrain, un peu comme celles que je décrivais, partager des connaissances. On est beaucoup, tout ce qu'on publie est en Creative Commons, donc tout ce qu'on produit est un commun. Nous, on travaille sur le modèle des communs. Produire des récits sur les futurs de l'action publique, ça c'est une phrase un peu policière pour dire qu'on fait de la prospective de l'action publique. Donc on a aussi des programmes où on réfléchit à qu'est-ce que c'est être un élu dans 10 ans, 20 ans, qu'est-ce que c'est le futur de la transition écologique, enfin voilà, des choses de plus prospectives. Et animer des communautés de praticiens, c'est-à-dire que là par exemple on a passé du temps à travailler avec les agences d'urbanisme qui s'intéressent au design et voir comment elles pourraient évoluer. Et peut-être une autre particularité, c'est que le milieu des administrations françaises est très replié sur la France. Et nous, on trouve qu'il y a un gisement inexploré qui est tout ce qui se passe à l'étranger, en Asie, dans les pays scandinaves, au Chili, en matière d'innovation publique, sociale. Donc on a créé un collectif qui s'appelle State of Change, qui est un regroupement de structures un peu comme la nôtre, qui va de l'Australie au Chili, aux États-Unis. Et on est une trentaine de structures qui font un peu ce travail. Et on collabore, on monte des projets ensemble. Et j'ai mis quelques liens pour en savoir plus. Je pense que par exemple le billet que j'avais rédigé pour nos 10 ans il y a quelques années raconte un peu la genèse, pourquoi on fait ça, ou les questions qu'on se pose. Là plus récemment j'ai rédigé avec l'équipe un truc qui s'appelle notre théorie de transformation, où on explique, et vous verrez que le design, je ne sais même pas s'il est cité encore dedans, c'est-à-dire que le design on l'a digéré en fait je pense. Mais c'est un peu notre profession de foi, quoi. Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant, comment on veut le faire, tout ça. Et puis il faut lire aussi, bon, on essaie de ne pas les rendre trop chiants, mais nos rapports d'activité, je pense que c'est une bonne façon de rentrer dans nos programmes. J'avais quand même envie de vous refaire, parce que pour pas mal de gens qui trouvent incongru de parler d'innovation dans le secteur public, je trouve que c'est pas inutile de vous expliquer pourquoi ça existe déjà en fait, pourquoi le thème de l'innovation il n'est pas quand même entièrement nouveau. Et juste, il faut se dire que dans l'administration, en fait, chaque époque, enfin, l'administration, elle ressemble à l'époque du moment, quoi. C'est-à-dire que dans les années 20, la bureaucratie, c'était pas un mot négatif, en fait. La bureaucratie, c'était, après la Première Guerre mondiale,
une façon de recréer des droits et de l'intérêt général là où il y avait eu de la destruction. Il fallait reconstruire la France, quoi, hein. Et donc l'administration, on attendait justement d'elle qu'elle se bureaucratise, c'est-à-dire qu'elle mette en administration, qu'elle mette les choses en ordre, qu'elle traite les gens de façon égalitaire. Des tas de choses qu'on lui reproche aujourd'hui, à l'époque, c'était plutôt un souhait. Hein, c'était avoir une administration qui traite les gens de la même façon et qui respecte les lois de la République, qui donne un cadre de responsabilité aux agents publics. Enfin, c'était justement un cadre. Le cadre normatif n'était pas négatif, c'était au contraire un souhait. Et ça a été très étudié par un chercheur qui s'appelle Max Weber, et qui a le premier raconté la bureaucratie. Mais voilà, à l'époque, c'était pas négatif. La période fordiste, c'est avec l'arrivée de la Deuxième Guerre mondiale, c'est le développement et le développement de la population et des besoins de la population. Et donc, il faut une administration qui se fordise, qui soit capable de... Donc, c'est l'époque où, en France, on lance des grands chantiers d'infrastructures. C'est aussi l'après-guerre où on investit énormément parce qu'il faut construire des services publics, il faut qu'ils soient à la hauteur d'une population, de familles qui s'agrandissent, d'une population qui se développe, dont les besoins sont toujours plus forts. Et donc, on a cette approche fordiste. Dans les années 80, c'est Mitterrand au pouvoir et c'est la décentralisation. Donc là, le sujet, c'est le pays est trop centralisé, il faut confier plus de pouvoir à d'autres endroits que seront les collectivités locales, les villes, etc. Le nouveau management public, ça c'est la nomination de Reagan et Thatcher, Reagan aux États-Unis et Thatcher en Angleterre, qui eux sont les chantres, les promoteurs d'une vision dite ultra-libérale, c'est-à-dire qu'en gros, pour eux, l'État, l'acteur public fait partie du problème, et donc il faut réduire, il ne faut pas simplifier, il ne faut pas innover, c'est pas ça le sujet, il faut réduire le rôle des acteurs publics parce qu'ils empêchent la liberté individuelle, ils font partie du problème. Et c'est un courant qui s'appelle le New Public Management, qui a été très fécond. Personne n'arrive vraiment à le situer, mais il a été en tout cas, il s'est internationalisé sous l'effet des institutions internationales, du FMI, des trucs comme ça. Et ça a été un courant très gestionnaire. C'est-à-dire c'est une vision des affaires publiques par le porte-monnaie, la calculette, et il faut que ça coûte moins cher. Il y a encore des avatars de ça en France, hein. La RGPP par exemple, c'est une loi qui prévoit de recompter chaque dépense pour voir si on n'a pas trop de dépenses. Enfin voilà, c'est vraiment une vision comptable. À l'exclusion de tout le reste, c'est ça le problème. En soi, une vision comptable ne pose pas de problème, je pense qu'en tant que... Mais c'est une loi qui ne regarde que le porte-monnaie et qui ne regarde pas le sens, le confort, la praticité pour les gens. Et en contrepoids donc tout le monde s'est mis à dénoncer le New Public Management, même s'il est encore là. Et en 2010, c'est l'apparition de la modernisation de l'État. Donc on crée par exemple la Direction Générale à la Modernisation de l'État. Et le mot modernisation déclenche une flambée, une surenchère de moyens de moderniser, de simplification, etc., etc. On ne s'est pas dit encore ce qu'aura incarné la présidence Macron, il faut attendre un peu, mais c'est quand même encore, on est quand même encore dans tout ça. L'embarras qu'on a, c'est qu'on sait qu'on n'est plus tout à fait dans le New Public Management, mais on ne sait pas encore dans quoi on est. Et en ce moment, les chercheurs disent on est un peu au milieu du gué, on ne sait pas très bien. Et donc là, l'enjeu, c'est aussi de créer une nouvelle philosophie en fait de l'action publique. Et puis bon, la crise du Covid aussi a un impact majeur. Ça, c'est le Nesta, qui est une agence d'innovation anglaise, qui a montré en fait quels étaient les courants qui existaient déjà dans l'innovation publique. Et ça peut vous paraître surprenant, mais il y en a quand même une centaine sur la carte. C'est-à-dire tous ces trucs-là, on les trouve déjà dans le secteur public. Des living labs, il y en a, des techniques de lean management, enfin des techniques, des moyens d'innover dans le management, dans la résolution des problèmes, dans tout ce que vous voulez. En fait, il y en a plein. En ce moment, un des sujets, c'est la gouvernance algorithmique. C'est le gouvernement par les algorithmes, donc c'est évidemment très critiqué. Il n'y a pas de jugement de valeur sur tous ces trucs, hein, mais c'est pour vous dire... Alors, comme ils sont très design-centriques, ils ont mis le design au centre un peu. Vous apprécierez que voilà, vous êtes au centre, donc ça va. Mais en tout cas, montrer qu'il y a, voilà, il y a des techniques qui sont plutôt dans l'espace des solutions, d'autres qui travaillent plutôt sur les talents, les ressources humaines,
d'autres ils ont appelé ça espace de l'intelligence, espace de la technologie. Il y a quand même pas mal de gens qui pensent que la technologie va permettre de transformer le secteur public. Et en fait, c'est aussi des systèmes de croyances différents, hein. Chacun voit midi à sa porte. Mais c'est intéressant d'avoir un peu cette vision. En tout cas, c'est pour vous dire que ces trucs-là sont déjà, pour le meilleur et pour le pire, mais ils sont déjà dans l'administration. C'est déjà là. J'avais envie de vous citer quelques penseurs de l'action publique ou qui en tout cas inspirent l'action publique. Pour moi, le plus important quand on travaille sur le design dans l'action publique, il n'est pas très connu en France, même si maintenant ça revient. On le qualifie souvent comme le père de l'école du pragmatisme américain. Alors le mot pragmatisme, il n'est pas à prendre au premier degré, c'est pas la réelle politique, ou c'est le rapport au réel en fait. C'est celui qui dit dans les années 20, l'État n'arrivera jamais à changer la vie des gens s'il n'est pas en permanence en liaison avec le réel. Donc il faut que l'État fasse ce qu'il appelle de l'enquête utilisateur, de l'enquête itérative, de l'enquête expérimentale. Sinon, il est trop loin des problèmes en fait. L'acteur public est désemparé au départ. Pour qu'il se réoutille, il faut qu'il mobilise des démarches d'enquête expérimentale, d'essai-erreur. Et le design a sa place évidemment dans tout ça. Si je devais en citer un aussi, Philippe Varin, bon, il est moins connu que tous les autres, mais Philippe Varin, c'est un chercheur grenoblois qui a le premier parlé du non-recours. Alors le non-recours, c'est le non-usage des politiques publiques. C'est le phénomène selon lequel qu'il a identifié lui, sur par exemple les politiques sociales comme le revenu de solidarité active. C'est le premier qui a dit, j'ai regardé de près, par exemple en Isère, là où 100 personnes sont éligibles au RSA, il n'y en a que 40 ou 50 qui les utilisent. Et il a identifié le problème de non-usage, de mésusage des politiques publiques. Donc il est intéressant pour les designers parce qu'il corrobore l'idée qu'il y a un problème d'usage, ou de non-usage, ou de mésusage des politiques publiques. Après, il y a Papanek. Je pense que vous avez entendu parler ou lu Papanek, parce qu'il rappelle que le design au départ fait partie du problème, mais que Papanek encourage les designers à travailler sur les questions d'intérêt général, de démocratie, etc. David Graeber, il est mort l'année dernière, c'est comment le numérique et la technologie rajoutent de la bureaucratie. Nous, on travaille en ce moment pas mal sur la question des communs. Alors ça, c'est un sujet qu'il faudrait consacrer à une session en soi. Voilà, Latour, Grosier, etc. Nous, le design, on y est arrivé à peu près, dès notre création, et on a sorti un bouquin qui est plus disponible aujourd'hui, mais il est encore en PDF. Si vous allez sur notre site, on peut le télécharger en PDF, qui s'appelait Design des politiques publiques, qui était un peu notre manifeste. On disait, dans tous ces enjeux-là, le design, il a probablement une place. Et on avait été un peu voir aussi ce qui se passait à l'étranger, en Angleterre, etc. Et on sentait qu'il y avait quelque chose à faire. Et au fond, on est dans la droite ligne de ce qu'est le design pour quelqu'un comme Roger Talon, quoi. Il y a des problèmes de conception dans l'action publique, c'est mal conçu. C'est-à-dire qu'en gros, les agents publics savent faire plein de choses, plus qu'on ne le croit, mais il y a un truc qu'ils ne savent pas faire, c'est concevoir. On ne leur apprend pas à être des concepteurs. Donc à produire des choses avec une finalité. Ils savent conduire des projets, maintenant un peu mieux, ils savent gérer des budgets, instruire, il y a un truc qu'on ne leur apprend pas qui est la qualité de conception et penser quelque chose en termes de conception. Donc pour nous, ça justifie pleinement que les designers s'y intéressent. Un des acteurs qui a été phare dans notre secteur professionnel, c'est le Danemark, qui dès 2002 avait créé au niveau gouvernemental, donc on est au sein du gouvernement danois, et 3 ministères, celui de l'économie, celui du travail et celui de l'éducation, créent ensemble une équipe de 15 personnes qui va s'appeler le MindLab, qui était sur une maquette très design, mais dans laquelle il y avait aussi des psychologues, des sociologues, des anthropologues, des urbanistes. Enfin, c'est un peu l'équipe rêvée. Ils étaient 15 à un moment donné. Et pendant 18 ans, ça a été un lieu aussi. Donc il y avait aussi un rapport c'était au centre de Copenhague, il y avait un espace de 300 mètres carrés environ qui faisait rêver tous ceux qui allaient le visiter. Tout était sur roulette, enfin ça ressemblait vraiment à un labo, quoi. Et le rôle du MindLab, c'était de corriger toutes les politiques du gouvernement qui allaient dans le mur.
J'y arrivais de temps en temps, d'autres moments ils n'y arrivaient pas, mais ils ont eu vraiment, et ils ont servi aussi, c'était un peu le soft power du Danemark vis-à-vis des autres pays en Europe et dans le monde. Par exemple, pour vous donner une idée, le Brésil a acheté au Danemark un laboratoire d'innovation sur le modèle du MindLab. Ça devenait un sujet de soft power et de diplomatie internationale. On a tous visité le MindLab. Nous, à l'époque, on a emmené la ministre de la fonction publique de l'époque, Marie-Lise Lebranchu, visiter le MindLab. Et donc, il a servi comme ça vraiment d'étendard, et le design était porté haut dans ce... Bon, on est au Danemark, hein, donc il y a des écoles de design réputées, il y a une pratique historique de ces sujets. Il y a aussi un système politique qu'on appelle social-démocratie, qui est un système qui favorise la participation, qui favorise le dialogue, qui favorise la réflexivité, qui est quand même un peu particulier, qu'on ne connaît pas tout à fait nous. Donc voilà, ça a été... et ils ont inspiré beaucoup de projets. L'actuel, enfin le directeur de l'époque qu'il a créé, qui s'appelle Christian Bezen, est aujourd'hui le directeur du Centre danois du design. Et c'est un type vraiment très intéressant. Peut-être je m'achemine vers la fin avant qu'on discute un petit peu encore. J'avais envie de vous raconter le Nesta, qui est l'agence d'innovation britannique, qui est maintenant un charity, avant c'était un service d'un ministère. L'ancien patron du Nesta, qui s'appelle Geoff Mulgan, qui a beaucoup travaillé avec les designers, a sorti en 2015 une note critique qu'il adresse aux designers qui veulent travailler dans le design social. Et je trouve, alors en la relisant, bon, elle a quelques années, mais elle est encore intéressante en fait, en cela qu'elle dit aux designers, si vous voulez travailler sur des sujets d'intérêt général, il faut que vous ayez une certaine pratique du design. Vous ne pouvez pas prétendre que le design s'applique de la même façon partout. Et donc il liste d'un côté les plus qu'il voit dans le design par rapport au sujet d'intérêt général. Il parle de fraîcheur et de clarté. Il parle d'apport de nouvelles visions, c'est les fameux insights. Vous êtes bon à amener des nouvelles visions. Vous êtes évidemment bon dans les techniques de visualisation, de prototypage rapide, de pensée systémique. Vous avez une approche par les situations de vie, les parcours utilisateurs, enfin bon, tous ces trucs-là. Et puis des effets aussi catalyseurs, c'est-à-dire que vous êtes souvent au centre d'un dialogue qui va des services techniques au marketing en entreprise, à la direction générale. Vous coûtez cher. Il y a eu des scandales hein, dans le secteur public de designers payés stars, des designers stars, travaillant sur des problèmes sociaux dans des quartiers en difficulté. Donc ça fait quand même tout bizarre. Il y a un designer très connu hein, qui a été... dont je tairai le nom, mais il est chouette. Hein, mais ça lui a été reproché dans les évaluations qui ont été faites d'un programme où en fait c'était très bizarre de voir des designers payer, je sais pas, 1000 livres là où pour travailler avec des gens dans un quartier en difficulté. Enfin, quand on est dans les questions d'intérêt général, on travaille nécessairement sur des problèmes sociaux difficiles. Et c'est souvent même les projets les plus intéressants, d'inclusion, etc. Donc il y a au départ quand même... Et les designers qui viennent travailler dans la sphère publique, ils gagnent un peu moins que designers chez un automobiliste ou enfin, un constructeur auto, etc. Donc il y a quand même une question de coût. Il parle aussi du manque d'investissement. C'est-à-dire vous êtes là quand ça vous arrange. Bon, il est un peu critique. Hein, il dit les designers sont médiocres en termes de mise en œuvre, de capacité organisationnelle et de passage de témoins. Il dit en fait... la question c'est, des fois il y a des très bons projets de design mais qui ne se concrétisent jamais. Et je peux vous dire qu'en fait c'est la majorité. C'est-à-dire que dans le secteur public, les projets de design, dans une grande majorité, ne sont pas mis en œuvre. C'est dur, hein, mais nous on a fait une analyse pour les assises du design en 2019. On a essayé de regarder, alors c'est un travail un peu... Mais même parmi nos projets, en fait, il y a plein de projets qui ne sont pas mis en œuvre. Ils sont très intéressants. On pourra les ressortir 6 ans plus tard, ils sont toujours utiles et on pourra peut-être les mettre en œuvre, mais à l'instant où on regarde, beaucoup de productions ne sont pas... Et les designers ne sont pas... soit ils sont déjà repartis, ou ils sont plus associés, hein, c'est aussi ça, c'est pas forcément leur responsabilité, mais ils se posent un problème en termes de mise en œuvre du design, de mise en pratique. Ils disent de capacité organisationnelle, de passage de témoins. Qu'est-ce qui se passe quand le design s'en va? Et nécessairement, ça s'arrête à un moment donné, donc comment on fait? Est-ce qu'il faut habiliter les agents et créer des capacités chez les agents? Probablement.
ils réinventent la roue. Alors, c'est pas toujours vrai, mais c'est vrai que des fois, les designers ne se rendent pas compte des énormités qu'ils disent à une infirmière. Encore une fois, si on prend au sérieux que ce sont déjà des gens qui créent et inventent, on ne va pas leur raconter des crasses. Ils sont déjà dans des... Donc leur sujet, c'est pas tellement avoir des meilleures idées qu'eux, en fait. Donc il y a un peu, des fois, un côté réinventer la roue. Manque de compétences budgétaires et de réalisme économique. Quand on est dans la rareté de l'action publique, des dépenses publiques, il vaut mieux